Nous reprenons le cours de nos travaux avec la présentation de Benoît Sagot, qui est directeur de recherche à l'INRIA, où il est le responsable du laboratoire Almanach, laboratoire en intelligence artificielle consacré au traitement automatique des langues et aux humanités computationnelles. Il est titulaire d'une chaire dans l'Institut Prairie, PSA, piloté par l'Université Paris Sciences et Lettres, et dédié à l'intelligence artificielle. Et il faut mentionner qu'il a été titulaire pendant l'année 2023-2024 de la chaire annuelle du Collège de France intitulée Informatique et sciences numériques. Donc, Benoît Sagot, la parole est à vous. Merci beaucoup, chers professeurs, chers collègues, mesdames, messieurs. Je voudrais commencer en remerciant les professeurs Anne Cheng et Alain Suppiot de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui. Moi qui ne suis pas du tout un spécialiste des enjeux politiques, démocratiques, juridiques, éthiques ou philosophiques de l'intelligence artificielle, je suis, comme Anne Cheng vient de le rappeler, un spécialiste de l'intelligence artificielle elle-même, et plus précisément du traitement automatique des langues, domaine dont sont issus les grands modèles de langue. Et mon propos ce matin risque ainsi d'être peut-être un peu dissonant par rapport aux autres communications, au moins sur la forme. Ce matin, contrairement par exemple à Anna Lombert, je ne citerai donc ni Jean-Pierre Vernant, ni Bernard Stiegler, ni Candy Crush. Mais sur le fond, vous verrez que mon propos fera écho à des éléments déjà analysés à l'instant, parfois de façon bien plus approfondie d'ailleurs, par Alain Suppiot, Roger Chartier, puis Anna Lombert. Pour mieux comprendre les questions posées par le développement et l'adoption massive des grands modèles de langue à tous les niveaux de notre société, il me semble qu'il est important de comprendre ce qu'ils sont, comment ils sont construits et quelles conséquences en résultent, notamment sur la fiabilité de l'accès à l'information. Il est indiscutable que les grands modèles de langue peuvent être incroyablement utiles dans de nombreuses circonstances, mais également qu'ils s'accompagnent de limites, d'inconvénients parfois importants, et c'est un euphémisme, et de risques. S'agissant de la sphère politique, on peut notamment citer ceux liés, et ça a été fait tout à l'heure, à la désinformation, à la manipulation de l'opinion, à la concentration de pouvoirs importants entre des mains rarement élues, ou encore les enjeux de souveraineté ou de dépendance technologique. Ces risques sont réels, mais les fondations du débat ne peuvent qu'être fragiles tant que l'on ne sait pas réellement de quoi l'on parle. Un grand modèle de langue n'est ni une encyclopédie, ni un moteur de recherche, ni un sujet doté d'intention. C'est avant tout un système construit en plusieurs étapes qui, chacune, influence ce qu'il produira, les perspectives qu'il privilégiera et les erreurs ou manipulations auxquelles il pourra être exposé et exposer ses utilisateurs. Dès la construction même de ces systèmes d'intelligence artificielle, qui en effet ne sont probablement ni intelligents ni vraiment artificiels, ils sont ainsi au cœur d'enjeux politiques. Les grands modèles de langue reposent sur des réseaux de neurones, une famille de programmes informatiques dont on peut faire remonter la lignée à la fin des années 40. Les réseaux de neurones sont des programmes qui s'appuient sur une structure algorithmique définie au départ, appelée l'architecture, qui spécifie quels calculs sont faits et comment, et sur un certain nombre de paramètres qui définissent le détail des calculs. La plupart des grands modèles actuels reposent sur l'architecture dite du transformer et utilisent des milliards, des dizaines, des centaines, dans certains cas des milliers de milliards de paramètres. Dans un grand modèle de langue, un texte est découpé en unités élémentaires appelées tokens, qui, pour simplifier, peuvent correspondre à des mots, à des fragments de mots ou à des caractères individuels. Pendant la première phase de construction d'un grand modèle de langue, la phase dite de pré-entraînement, le modèle parcourt d'énormes quantités de textes et apprend à prédire le token susceptible de suivre ceux qui le précèdent. Pour simplifier, on pourrait dire qu'il apprend à prédire le mot suivant le plus probable, mais il y a là plusieurs simplifications. Au début du pré-entraînement, le modèle prédit très mal. Au fur et à mesure de ce pré-entraînement, les erreurs que fait le modèle sont utilisées pour modifier automatiquement les paramètres. Répétée sur des milliers de milliards de tokens, cette opération permet au modèle d'apprendre des régularités linguistiques de tout type, et notamment morphologiques, syntaxiques, sémantiques et discursives, mais également des connaissances factuelles et certaines procédures présentes dans les textes.
et on obtient alors ce qu'on appelle un modèle de base. On dit souvent qu'un grand modèle de langue ne fait que prédire le mot suivant, je viens de le faire, qu'il n'est donc qu'un perroquet stochastique, pour reprendre une expression publiée par Emily Bender et ses collègues. C'est vrai, mais sans contexte, c'est trompeur. La tâche apprise par le modèle est bien celle de prédire le token suivant, mais réussir cette tâche au niveau où le font les modèles actuels requiert l'apprentissage d'informations et de structures complexes. Néanmoins, l'apparition de capacités complexes ne transforme pas le modèle en source fiable d'informations. Les paramètres d'un grand modèle de langue ne stockent pas explicitement les documents sur lesquels il a été préentraîné. Ces paramètres encodent des régularités statistiques à partir desquelles la réponse est construite. Certaines séquences peuvent être mémorisées, en particulier lorsqu'elles sont répétées de nombreuses fois, mais la manière dont est construit le modèle signifie qu'il produit les textes en choisissant les tokens les uns après les autres, pas en restituant fidèlement des textes qu'il aurait gardés en mémoire explicitement. C'est à la fois une force et une limitation. Une force car il peut ainsi synthétiser, reformuler et généraliser. Une limitation car une continuation plausible linguistiquement n'est pas nécessairement vraie. Produire du vrai n'est pas ce que le modèle a appris à faire, et on voit mal du reste comment cela pourrait être le cas. Pour faire en sorte qu'un modèle produise le plus souvent possible des contenus vrais, on peut travailler sur la qualité des données de préentraînement, mais également sur la deuxième grande étape du développement des grands modèles de langue qui s'appelle le post-entraînement. Mais avant de parler du post-entraînement, revenons sur un point crucial. Quelles sont ces données si massives sur lesquelles les modèles sont préentraînés? Pour permettre le préentraînement des modèles, des pages web, des livres, des articles, du code informatique, des encyclopédies, des forums et d'autres documents sont collectés, puis dédupliqués, classés, nettoyés et pondérés. Des filtres tentent d'identifier la langue de ces textes, d'écarter les textes incohérents ou répétitifs, de réduire les données personnelles, les contenus illicites ou jugés toxiques, et de retenir ce qui ressemble à des contenus de « qualité » entre guillemets. Ces opérations sont indispensables, mais elles ne sont pas neutres. Les textes disponibles reflètent déjà les inégalités de publication, de numérisation et de visibilité entre langues, pays et groupes sociaux, et sont donc structurellement biaisés. Et ces opérations de sélection et de filtrage ajoutent naturellement un deuxième niveau de biais. L'étape de préentraînement produit un modèle de base qui est entraîné à poursuivre un texte, pas encore nécessairement un outil utile. Il peut ne pas comprendre qu'une question appelle une réponse et qu'il faut éviter de produire des contenus toxiques et par exemple discriminatoires ou violents, ou d'inventer des faits avec assurance. Une seconde phase lui apprend donc à suivre des instructions, je l'ai mentionné à l'instant, c'est la phase de post-entraînement. Des exemples montrent les réponses attendues, des évaluateurs humains ou parfois d'autres modèles comparent ensuite plusieurs productions du modèle que l'on entraîne. Des méthodes comme l'apprentissage par renforcement à partir de retours humains ou l'optimisation directe des préférences renforcent les comportements jugés souhaitables. Ces techniques rendent les modèles plus utiles, plus sûrs et plus prévisibles. On parle de phase d'alignement, car l'objectif est que le comportement du modèle soit aligné sur les attentes des utilisateurs et les décisions des développeurs. Mais cette étape consiste à rajouter une couche normative, et donc un troisième niveau de biais. Certes, cela permet de corriger certains biais et comportements dérivés des données de préentraînement, mais ça en introduit d'autres qui sont, pour l'ensemble, délibérés. Or, définir ce qu'est une réponse prudente, utile, neutre, offensante ou dangereuse relève inévitablement de décisions éthiques, culturelles et politiques. Sous leur apparente neutralité et objectivité, tous les grands modèles de langues actuels sont en réalité absolument situés, leur apparente objectivité renforçant cette illusion de neutralité. Et leur utilisation partout dans le monde constitue de facto une forme, entre guillemets, d'impérialisme cognitif. L'enjeu démocratique n'est donc pas d'exiger un modèle sans orientation, qui ne saurait exister. Il est de rendre visibles les principes qui sous-tendent les modèles qui sont disponibles sur le marché, de permettre leur discussion et de préserver un pluralisme dans les choix et dans les usages. C'est d'autant plus vrai lorsque ces principes sont choisis par un petit nombre d'entreprises relevant d'un très petit nombre de pays, en contraste avec la portée quasiment universelle de ces modèles. Le premier grand modèle de langue, appris par préentraînement puis post-entraînement, à avoir été rendu accessible massivement est ChatGPT, ça ne vous aura pas échappé, fin novembre 2022. Très vite, certaines limites inhérentes à leur fonctionnement même sont apparues. Le premier ChatGPT ne savait pas effectuer sans erreur la multiplication de deux nombres de 4 chiffres, prédisant un résultat vraisemblable, mais généralement inexact. La raison est simple.
Prédire le chiffre suivant le plus probable, et ce, de proche en proche, n'est pas la façon la plus simple de construire le résultat d'une multiplication. La solution est apparue très naturellement, un modèle doit être capable de faire appel à des outils externes lorsque cela lui permet d'améliorer la qualité de ses réponses, et en l'espèce, une calculatrice. C'est ainsi que les grands modèles de langue ont été intégrés à des systèmes, au sein desquels ils ont été entraînés à faire appel à la volée à des sources d'informations externes, sous forme d'outils, mais également par la récupération de documents pertinents dans des bases documentaires, c'est ce qu'on appelle le RAG, pour Retrieval Augmented Generation, ou génération augmentée par la récupération de documents, mais aussi par l'accès à Internet. Les modèles ont également appris à générer du code informatique et à pouvoir l'exécuter pour les aider à produire des réponses nécessitant l'exécution de tâches et de calculs plus complexes. Ces dispositifs répondent à plusieurs faiblesses des modèles. Ils peuvent fournir des informations récentes, permettent de citer des sources et de réduire la dépendance à une mémoire paramétrique difficile à dater et à sourcer. Ils ne garantissent cependant toujours pas la fiabilité de ce qui est produit. La composition de la base documentaire, le moteur de recherche, le classement des résultats et le découpage des documents déterminent les informations montrées au modèle pour l'aider à construire sa réponse. Celui-ci peut ensuite mal interpréter un passage, écarter une contradiction ou citer correctement une source qui ne justifie pas réellement sa conclusion. La fiabilité dépend de la chaîne entière, pas du seul modèle. On est donc face à un quatrième niveau de biais. L'utilisateur dispose bien d'un certain contrôle par sa question, ses demandes de vérification et la consultation des références. Mais ce contrôle reste indirect et partiel. Il ignore souvent les instructions internes, les documents écartés et la façon dont les sources ont été pondérées. Et il ne vérifie pas toujours les sources fournies. L'accès à des citations est un progrès décisif à condition qu'elles soient vérifiables, fiables et vérifiées par l'utilisateur. Une évolution récente consiste à entraîner les modèles à consacrer davantage de calculs à certains problèmes avant de répondre. Ces modèles, dits de raisonnement, entre guillemets, peuvent décomposer une tâche, explorer plusieurs pistes, utiliser successivement des outils, revenir sur une erreur, voire vérifier une solution. La façon dont ils procèdent est qu'avant de produire les tokens constituant la réponse montrée à l'utilisateur, les modèles produisent des tokens intermédiaires, en nombre parfois considérable, qui enrichissent le contexte dans lequel sera produite la réponse finale. Le terme de raisonnement, s'agissant de ces modèles, qui est le terme d'usage, ne doit pas être interprété comme indiquant une conscience ou une identité entre les opérations du modèle et la pensée humaine. La chaîne de tokens intermédiaires qui est produite peut être redondante, trompeuse, voire ne pas refléter fidèlement les causes de la réponse finale. Il ne faut pas oublier que l'on parle de modèles de langue, dont des systèmes de manipulation du langage. Nous sommes habitués à considérer, parfois un peu vite, qu'un humain qui s'exprime bien est un humain intelligent et digne de confiance. Et il y a le risque de transférer cette association au modèle. Mais il n'en est rien. Même ces modèles dits de raisonnement ne sont pas des entités douées de raison. On peut vraiment parler ici d'illusion du raisonnement. Ces modèles dits de raisonnement sont au cœur de ce que l'on appelle désormais les systèmes agentiques. Un système devient agentique lorsqu'un modèle est placé au sein d'un système qui lui permet de poursuivre un objectif par une succession d'actions. Il peut disposer d'une mémoire, d'un plan, d'outils et d'un mécanisme lui permettant d'observer le résultat d'une opération avant de choisir la suivante. Dans ce sens précis utilisé en intelligence artificielle contemporaine, l'agentivité n'est pas une propriété mystérieuse ou émergente de certains grands modèles. Elle est à son tour une illusion puisqu'elle n'est qu'une caractéristique technique d'une architecture et surtout dérive de permissions accordées par des humains. Un système peut être limité à la lecture de documents, autorisé à préparer une action sans l'exécuter ou habilité à agir directement. La différence la plus fondamentale est donc celle qui distingue les systèmes qui consomment passivement des outils et des ressources et ceux qui peuvent effectuer des actions ayant un impact concret. En effet, dans ce dernier cas, l'utilisateur délègue de facto une partie de ses décisions à un système d'intelligence artificielle. Une fois ces éléments clarifiés, il est possible de qualifier le basculement historique que constitue la généralisation de ces grands modèles de langue. Déjà, dans ma leçon inaugurale, ici même au collège, il y a désormais plus de 2 ans et demi, soit une éternité dans notre domaine, j'avais proposé de voir dans les grands modèles de langue une 4e révolution de l'accès à l'information. Alors ça a été expliqué bien mieux que moi tout à l'heure, bien mieux que ce que je vais pouvoir faire, mais je vais poursuivre, ne serait-ce qu'à titre de rappel pédagogique. La première révolution, celle de l'écriture, permet de fixer la parole sur un support durable.
L'information peut survivre à celui qui l'énonce et circuler dans le temps et dans l'espace. Cette externalisation de la mémoire suscite déjà une crainte. En confiant nos souvenirs à l'écrit, ne risquons-nous pas de perdre la capacité de mémoriser et de comprendre ? La médiation reste toutefois limitée. Le texte conserve l'information, mais le lecteur doit encore trouver le document, le lire, l'interpréter et l'évaluer. Nous déléguons la mémoire, mais non le jugement. La deuxième révolution, celle de l'imprimerie, permet de reproduire rapidement les textes à grande échelle. Le savoir devient moins rare, moins coûteux et accessible à des publics beaucoup plus vastes. Mais l'abondance fait naître la peur de la prolifération des erreurs, des hérésies et des écrits médiocres. La médiation augmente. Imprimeurs, éditeurs, libraires et censeurs choisissent ce qui sera publié et diffusé. Nous déléguons désormais la reproduction et une partie de la diffusion, mais nous devons toujours chercher les ouvrages, les lire et confronter leurs affirmations. La troisième révolution, celle de la numérisation et des moteurs de recherche, transforme la manière de retrouver l'information. Il n'est plus nécessaire de connaître l'existence ou l'emplacement exact d'un document. Quelques mots suffisent pour obtenir une liste de résultats. Mais le moteur ne montre pas tout. Il collecte, indexe, classe et sélectionne les documents qu'il juge pertinents. Après cette révolution, nous ne cherchons plus réellement les sources. Une machine les choisit et les hiérarchise pour nous. Ce pouvoir de classement introduit des biais considérables, car ce qui est mal indexé ou relégué devient presque invisible. La délégation demeure néanmoins partielle. Nous devons encore ouvrir les documents, les lire, évaluer leur fiabilité, les comparer et construire nous-mêmes une conclusion. La quatrième révolution, celle des grands modèles de langue, franchit un nouveau seuil. Le système ne se contente plus de retrouver les documents. Il peut les lire, en extraire les éléments qu'il juge pertinents, les combiner et produire une réponse adaptée à la question de l'utilisateur. La délégation cognitive devient ainsi beaucoup plus profonde. Nous confions au modèle non seulement la recherche des sources et leur sélection, mais aussi leur lecture, leur interprétation, leur synthèse et leur restitution. Le gain d'accessibilité est immense. Chacun peut interroger un corpus complexe en langage naturel, obtenir une traduction ou recevoir une explication adaptée à son niveau. Mais la médiation atteint elle aussi un niveau inédit, avec toutes les conséquences que nous avons évoquées précédemment. Et on doit aller plus loin. À chaque étape de construction de ces modèles, à chaque étape où nous avons identifié la présence incontournable de biais, des acteurs malveillants peuvent tenter d'influencer les données ou les documents consultés pour favoriser certains comportements, promouvoir certaines idées et certaines analyses, façonner les biais de ces modèles et donc façonner les opinions de leurs utilisateurs à des fins qui servent leurs intérêts. Les inquiétudes ressemblent donc à celles qui accompagnaient les révolutions précédentes, mais elles changent d'échelle. L'enjeu démocratique n'est pas de refuser cette nouvelle médiation. La Tribune publiée la semaine dernière dans Le Monde et appelant au boycott des grands modèles de langue, si elle dénonce des enjeux souvent bien réels, se trompe ainsi selon moi de réponse. L'enjeu, me semble-t-il, est plutôt de penser cette révolution, d'en embrasser les opportunités, de réinventer les modèles économiques de certains secteurs d'activité, de reconstruire un système éducatif adapté à un monde où les grands modèles de langue sont présents, de protéger, accompagner et soutenir celles et ceux qui sont affectés négativement par cette évolution, mais également d'éduquer à la bonne utilisation de ces modèles, en faisant comprendre à quel point ils sont utiles et en même temps à quel point ils nécessitent de notre part d'appliquer notre expertise et de déployer notre esprit critique à un niveau peut-être sans précédent. Mais si nous déléguons à ces modèles une part de notre charge cognitive et de notre capacité de jugement, une question éminemment politique s'impose. Comment contrôler et réguler cette technologie structurante et transformative ? Les démocraties reposent moins sur l'existence d'une vérité officielle que sur des procédures permettant d'établir les faits, de confronter les interprétations et de corriger les erreurs. Les grands modèles de langue peuvent renforcer ces procédures en facilitant l'accès aux connaissances. Ils peuvent aussi en réduire la visibilité. La manipulation politique n'exige plus nécessairement un message unique diffusé à tous. Des modèles permettent de produire à faible coût de nombreuses variantes d'un récit, de les adapter à différents publics et de maintenir des échanges individualisés. L'influence peut prendre la forme d'une explication patiente, apparemment neutre et privée. La production massive de contenu synthétique peut donner une apparence spontanée à une campagne coordonnée, saturer l'espace public de versions contradictoires ou modifier les sources que consulteront les systèmes futurs. Dans la guerre informationnelle, l'objectif n'est pas toujours de faire croire une proposition déterminée, il peut être de rendre tout fait également suspect et de détruire la confiance dans les procédures qui permettent de l'établir. Le débat démocratique peut alors conserver toutes ses apparences, une abondance de textes, de commentaires et d'arguments. Mais les citoyens rencontrent des difficultés croissantes pour identifier les auteurs, les intérêts, les sources et les opérations coordonnées. Pire encore,
Ils peuvent devenir si méfiants face aux discours institutionnels qu'ils ne cherchent plus à identifier les auteurs, les intérêts, les sources ou les opérations coordonnées. Ils peuvent décider de donner leur confiance d'une façon parfois absolue et quasiment sectaire à un individu ou à une mouvance, même au mépris de la réalité. C'est l'ère de la post-vérité, et les grands modèles de langue peuvent être au service de cette dégénérescence de la démocratie en facilitant la production massive de contenu, mais aussi et peut-être surtout en imposant dans leurs réponses des positionnements partiaux et donc manipulables qui ont l'apparence de l'objectivité. Face à ces risques, des travaux de recherche ont pour objectif de comprendre comment de telles manipulations peuvent être identifiées. Avec 2 collègues, j'ai par exemple travaillé sur la détection automatique de contenus produits par des modèles de langue et sur les conditions permettant à des acteurs d'influencer le comportement de ces modèles de façon malveillante. Mais c'est la nature même des modèles de langue que d'être des médiateurs d'information, et il est donc inévitable que cette médiation puisse être manipulée à tous les niveaux. Il y a donc, selon moi, un besoin impérieux de régulation et de réglementation de ces nouvelles technologies. Mais pour qu'une démocratie puisse concevoir et déployer une régulation de ces technologies adaptée à ses principes et ses valeurs, elle doit conserver et alimenter une capacité indépendante de les comprendre, de les évaluer et, à mon sens, de les construire. Or, les grands modèles de langue dits de frontières, les modèles les plus performants du moment, dont la construction constituait il y a encore peu un sujet de recherche, relève aujourd'hui presque exclusivement de l'ingénierie et d'un petit nombre d'entreprises privées, presque toutes américaines ou chinoises. Une conséquence est que les systèmes les plus performants ne sont documentés que très partiellement et ne peuvent pas être étudiés par la communauté scientifique, ils relèvent du secret industriel. Plusieurs raisons expliquent le décrochage du monde académique par rapport aux modèles de langue les plus performants. Les coûts et les difficultés juridiques d'accès aux données de pré-entraînement et de post-entraînement, la capacité à recruter des scientifiques, mais surtout des ingénieurs en nombre suffisant et avec un salaire compétitif, et l'accès aux capacités de calcul considérables nécessaires non seulement pour entraîner les modèles, mais plus généralement pour tout le cycle de vie de la construction et de l'amélioration de ces modèles, depuis les expériences préparatoires jusqu'à la mise en production. Aujourd'hui, la recherche publique est étouffée par des financements par projet de court terme exigeant des résultats prévisibles, par des recrutements au compte-gouttes bien éloignés des conditions réelles du marché de l'emploi, par une bureaucratie en croissance permanente et par un pilotage de plus en plus assumé de la recherche académique par le pouvoir politique, en contradiction non seulement avec la liberté académique dont doit absolument disposer la recherche publique, mais surtout en contradiction avec l'intérêt général. Il faut donc se rendre à l'évidence. La recherche publique, pourtant acteur majeur de toute société démocratique, n'est plus en mesure de concurrencer les grands acteurs industriels dans ce domaine. Mais est-ce son rôle ? Après tout, quand un sujet de recherche devient un sujet d'ingénierie, un sujet industriel, c'est peut-être que la recherche a fait son travail. Mais la capacité d'expertise, d'audit, de conseil, notamment celle des décideurs politiques, doit être préservée. Et surtout, la recherche doit être orientée vers des travaux sur le long terme. La génération de grands modèles de langue, qui s'appuient sur le transformer et la prédiction du token suivant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, viendra un jour à son terme. Et c'est peut-être dans des laboratoires de recherche qu'émergeront les idées qui construiront l'après. Dès aujourd'hui, de nombreuses questions font l'objet de recherches dans les milieux académiques. Et par exemple, la prise en compte des langues minoritaires et moins dotées dans ces technologies malgré le manque de données disponibles, la réduction du volume de données et de la puissance de calcul nécessaire pour entraîner et utiliser les modèles de langue, l'étude des risques de manipulation des données et des modèles, l'étude du fonctionnement interne de ces modèles, l'étude des biais qui les affectent et la construction de méthodes pour les mesurer, voire les corriger, l'adaptation de ces technologies aux enjeux et aux spécificités de domaines aussi variés que les langues et les textes anciens, la médecine, la sociologie ou encore les sciences politiques. C'est donc bien en tant que scientifique, en tant que chercheur spécialiste de ces modèles de langue et plus généralement du traitement automatique des langues, mais aucunement spécialiste des enjeux politiques, socio-éthiques ou même industriels associés, que je souhaite finir par quelques réflexions sur une question centrale de cette journée. Que faire pour que ces technologies contribuent au débat démocratique sans en fragiliser les fondements ? 3 chantiers me semblent prioritaires. Le premier est celui de la transparence. Il ne s'agit pas de prétendre rendre intelligibles des milliards de paramètres, mais de documenter les choix et les décisions prises tout au long du processus de développement du modèle. Quelles catégories de données ont été utilisées ? Comment ont-elles été filtrées ? Quels principes ont orienté le post-entraînement ? Quelles sources ont été consultées ? Et quels outils mobilisés ? Dans les contenus produits par un modèle, il devrait être possible de distinguer ce qui provient d'une source, ce qui relève d'une inférence du modèle et ce qui demeure incertain. Et finalement, la transparence devrait permettre des évaluations indépendantes par la recherche, les autorités publiques, les journalistes ou la société civile.
Le deuxième chantier est celui de la gouvernance. Les organisations qui conçoivent et déploient les modèles doivent porter une partie des responsabilités liées au comportement de leur modèle, une autre partie devant relever de l'utilisateur. Mais un modèle ou une machine ne saurait être rendu responsable en tant que tel. Plus un système est agentique, plus ses permissions doivent être limitées, ses actions traçables et ses décisions contestables. Les usages ayant des conséquences importantes doivent rester soumis à une validation humaine réelle et à des voies de recours. Il faut également encourager un pluralisme des modèles, des sources et des choix d'alignement, à l'image de la situation dans la presse, par exemple. Un petit nombre de systèmes, conçus par un petit nombre d'entreprises selon les valeurs d'un petit nombre de positionnements politiques au sein d'un petit nombre de pays, ne devraient pas devenir les intermédiaires universels de notre accès à l'information. Le troisième chantier est celui de ce que l'on peut appeler la littératie. Savoir utiliser un grand modèle de langue ne consiste pas seulement à rédiger une bonne requête. Il faut comprendre qu'une réponse fluide n'est pas nécessairement vraie, qu'une citation n'est pas nécessairement pertinente, que l'accès à Internet ne garantit pas la qualité des sources et qu'un modèle aligné n'est jamais neutre. Il faut apprendre à demander les sources, à les vérifier, à confronter plusieurs réponses et à reconnaître les situations dans lesquelles l'expertise humaine reste indispensable. Et donc, apprendre à exercer son esprit critique face à des outils qui produisent des contenus qui ont toutes les apparences de la crédibilité. Cette littératie doit concerner tous les citoyens, mais tout particulièrement les décideurs politiques. Pour conclure, les grands modèles de langue élargissent considérablement l'accès au savoir, mais ils ne sont par eux-mêmes ni des guides sûrs vers la vérité, ni des garants du pluralisme, ni des aiguillons naturels de l'indépendance d'esprit et du jugement critique. C'est à nos institutions, à nos décideurs politiques, à notre recherche publique, à notre système éducatif et à notre vigilance collective qu'il revient de faire en sorte que leurs capacités servent l'émancipation plutôt que la dépendance, la délibération plutôt que la manipulation. Et je conclurai ainsi, nous avons désormais entre nos mains des machines aux capacités inédites, des médiateurs d'information d'un niveau de performance sans précédent. Elles sont donc des objets absolument politiques. Notre responsabilité est désormais de faire en sorte qu'elles n'affaiblissent pas notre capacité à comprendre, à douter et à débattre. Je vous remercie.